Bonjour à toutes et tous, merci d'être là en cette fin d'après-midi. Donc je suis Camille Aymar, je suis membre de l'APSES, l'association des professeurs en sciences économiques et sociales, et je suis organisatrice du concours national de vidéos pédagogiques fait par des lycéens. Ce concours a débuté il y a 3 ans, c'est la 3e édition et il a toujours beaucoup de succès. Donc on va primer cette année les 3 classes gagnantes de ces vidéos. Donc juste très rapidement, le concept de ces vidéos, c'est de présenter, d'illustrer, d'expliquer en 3 minutes une notion du programme de sciences économiques et sociales au lycée. Très rapidement, juste le jury était composé de plusieurs personnes. Donc Louise Aymon, qui est réalisatrice de documentaires, merci à elle d'être venue remettre ses prix. Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Également Godefroy Guibert, qui est professeur de sciences économiques et sociales. Et enfin, Camille Erlin-Giret, qui est sociologue au CNRS. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, je vais demander au 2e prix du jury de venir sur l'estrade. C'est une classe donc, de première ES qui nous vient de Lille et qui a fait une vidéo sur les normes sociales. On vous laisse la visionner. Venez les filles. On vous laisse la visionner et ensuite je passerai la parole à Louise Aymon qui nous dira qui vous dira pourquoi le jury a décidé de primer cette vidéo. Voilà. Cela fait plus d'1 siècle que Rosa Bonheur est morte, première femme à recevoir la Légion d'honneur. Allant à l'encontre des normes, elle s'habillait de vêtements masculins qu'elle ne pouvait porter sans un certificat d'un officier de santé. Vroom, vroom, maman, tu portes un pantalon, toi, et pourtant tu n'as pas de certificat. Oui, tu as raison. Les normes sociales ont évolué et continuent à évoluer. Les normes quoi ? Une norme sociale est l'ensemble des règles de conduite destinées à orienter les comportements des individus. Les attentes de la société engendrent des normes qui font régir le comportement des individus, ce qui est permis, valorisé ou interdit. Ces normes peuvent être formelles et inscrites dans la loi. Ainsi, jusque dans les années 1900, le port de pantalon était interdit aux femmes. Mais ces normes peuvent être également informelles, édictées par de nombreux facteurs tels que la société, la culture, l'éducation, les groupes d'appartenance ou encore le genre. Certaines familles réservent encore aujourd'hui les jeux de poupées aux filles et les petites voitures aux garçons. Les normes changent selon la culture. En France, il est presque impensable pour un homme de porter une jupe en public, tandis qu'en Écosse, le kilt est un vêtement traditionnel masculin. Et elles évoluent dans le temps. Aujourd'hui, les femmes sont libres de porter des pantalons. Le respect de la norme sociale contribue à la cohésion sociale. Son non-respect est considéré comme une déviance. Selon le niveau de transgression de cette norme, l'individu peut être sanctionné en fonction du contrôle social existant par une amende, des travaux d'intérêt généraux, de la prison, des sanctions morales ou une exclusion. Face à une norme sociale, un individu peut l'accepter ou la refuser, puis s'y soumettre ou non. On parle de conformisme, lorsque l'individu accepte et se soumet pleinement à la norme. À l'opposé, on trouvera le rebelle et l'exclu qui la refuse. Il y a peu de temps, une norme sociale a vu le jour. Elle consiste à porter un gilet jaune en manifestant les samedis. En endossant un gilet jaune, l'individu marque son appartenance à ce mouvement. On parle alors d'effet d'imitation. Ceux qui sont contre cette norme, comme les foulards rouges, peuvent être considérés comme déviants par les gilets jaunes et être rejetés du mouvement. Les foulards rouges marquent donc leur différence et se distinguent de cette catégorie sociale auquel ils n'appartiennent pas. On parle alors d'effet de distinction. Mais revenons à Rosa Bonheur. Rosa Bonheur a donc transgressé une norme sociale et est devenue par la suite une héroïne. Moi aussi je vais être un héros, maman. C'est super, mon chéri. Comment vas-tu t'y prendre ? Je vais me mettre en kilt. Tu en es sûr ? Alors, bravo à toutes les 3.
Donc on vous remet ce prix pour le clin d'œil intelligent à l'actualité, pour l'humour délicat et la beauté des dessins, pour la réalisation dynamique et claire et pour l'originalité totale du projet. Donc on va récompenser maintenant le premier prix du jury qui va à la classe de terminale ES3, je crois, si je ne me trompe pas, du lycée de Ménécy dans le 91. Et je laisse donc la digne représentante de son groupe venir au pupitre. Et c'est pour les politiques climatiques. Je veux bien qu'on lance la vidéo du premier prix du jury. To burn the world tonight, that would be wonderful. Bon alors, il faut qu'on parle d'un truc, les politiques climatiques. C'est le genre de truc dont tout le monde parle, mais personne ne sait exactement ce que ça veut dire. En fait, en 2003, le Parlement européen a décidé de mettre en place différentes règles pour protéger l'environnement. Puisqu'en fait, en 1987, on a compris que le capital naturel était un capital épuisable. En gros, qu'on n'aura plus de capital. Il n'y aura plus de planète. Du coup, on a deux équipes. Ceux qui veulent défendre l'environnement, C'est les gentils, ceux de la soutenabilité forte. et ceux qui jouent à pile ou face en investissant à fond dans l'économie tout en espérant que l'environnement tienne bon. C'est les méchants, ce sont les économistes anti-environnementaux, et c'est la soutenabilité forte. Du coup, l'État a trois politiques climatiques. Le marché de quotas. Lors de la production de l'un de tes produits, genre un petit drapeau, et bah tu vas polluer. L'État va compenser ta pollution en te donnant des bons pour polluer. Et tu auras le droit de polluer du coup. C'est un Américain qui s'appelle Coase qui a inventé ce système de bons. En gros, tout le monde a le droit de polluer. Tant que t'as de l'argent et que tu respectes ton quota. Et vu qu'on est sympa, même si t'as plus de bons pour polluer, bah t'as qu'à en acheter à ton voisin. L'avantage du marché de quotas, c'est que de base, on devait réduire les émissions de CO2. Le problème dans tout ça, c'est que l'État distribuait beaucoup trop de bons, ce qui fait que le marché de quotas s'est effondré. En effet, les entreprises fixaient elles-mêmes le prix des bons. Tu commences à comprendre pourquoi ça pouvait pas marcher? Du coup, face à ça, il y avait une deuxième solution. La taxation. En fait, la taxe, c'est un coût supplémentaire au coût marché. Et par ce processus, l'État peut internaliser ta pollution. Et c'est ce qu'on a mis en place pour le pétrole. De plus, la taxation va avoir tendance à accélérer le marché de la concurrence. En plus, ça favorise l'innovation. Ce qui est cool, c'est que l'argent que gagne l'État, Eh bien, elle le réinvestit dans l'environnement. par exemple avec le système bonus-malus. Sur la Twingo que même les étudiants peuvent pas acheter. Et ouais mon gars. Et puis pour les taxes, une fois que tout le monde a rajouté sa petite somme imposée par l'État, devinez c'est qui va payer l'argent en plus? Spoiler, c'est toi. Mais des thunes, toujours des thunes. L'État, il sert à rien. Vas-y, laisse les prix du marché tourner. Tu verras s'il y a un problème, le marché il se gère tout seul, t'inquiète. Va te noyer dans ta piscine de pièces. L'État dispose d'un ultime moyen pour agir sur le marché. La norme. Le but de la norme à la base, c'est d'instaurer des règles et des limites qui devaient pousser à l'innovation. Si les normes, elles, participent à l'innovation, en revanche, elles participent aussi à la délocalisation. Et je te parle même pas de la fraude. Donc, on a trois politiques. Dans tous leurs inconvénients. Et parfois même des avantages. Mais ça, tout le monde s'en fout. For the world is mine. Alors, on vous remet ce prix à toi et tes camarades pour l'excellente construction du propos et le lien également à l'actualité, pour le montage et la mise en scène captivante et très drôle, très dynamique, et pour le jeu des acteurs, tous les deux épatants. Donc on va finir cette remise des prix avec le dernier prix que l'on va remettre, qui est le prix du public, c'est-à-dire le prix pour la vidéo qui a récolté le plus de likes sur la plateforme YouTube. Donc je laisse les représentantes de la classe de première ES2 du lycée Louis Pasteur de Lille venir s'installer ici, et puis on va lancer cette vidéo sur la socialisation différentielle, concept sociologique important que l'on traite à la fois en seconde et en première. It's getting serious on this track, fam.
La socialisation est différente selon le genre. Les garçons et les filles sont élevés de manière particulière en respectant certains stéréotypes véhiculés par la société. Ok, par exemple, lorsqu'un petit garçon tombe, on va le remettre sur ses pieds et lui demander de ne pas pleurer et dire que ce n'est rien alors que la petite fille sera consolée et puis cajolée. Tout cela vient du fait que la socialisation considère que les garçons doivent être forts et ne pas se plaindre. Ces stéréotypes sont aussi véhiculés par les jouets qui sont socialement déterminés. Un garçon doit plutôt jouer à la guerre ou aux petites voitures, tandis que la fille doit s'occuper de ses poupées et faire le ménage. Ok. Ces différences de traitement entre les garçons et les filles se font de manière inconsciente. Les parents reproduisent des modèles que mêmes ont intégrés. De plus, on peut regarder le choix des filières. On retrouve le plus souvent les garçons dans les séries scientifiques et dans les grandes écoles. Les séries littéraires, économiques et sociales sont plus destinées aux filles. Cela créera des stéréotypes attachés à certaines professions jugées plus féminines, par exemple infirmière ou assistante. Tandis que les garçons se retrouvent dans des postes à plus haute responsabilité que les filles. La socialisation est donc en partie responsable des inégalités hommes et femmes sur le marché du travail. La socialisation ne se fait donc pas de manière uniforme entre les sexes. Ce sont des phénomènes qui se reproduisent de génération en génération sans que ce soit fait consciemment. Ok. En conclusion, tout ça pour vous dire qu'il faut changer les choses. Il faut stopper toutes ces inégalités. On imagine que le public a voté en masse pour cette vidéo pour la qualité du rap. Je ne sais pas qui est Alexane, et bravo à elle en tout cas. Et puis également pour la qualité des explications et le message relativement militant qui semble assez important aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour être venus plus ou moins nombreux et nombreuses à ce concours, à cette remise des prix du concours vidéo. Je tiens à remercier chaleureusement évidemment le Printemps de l'économie qui nous permet depuis 3 ans de remettre ces prix. Je tiens aussi à remercier nos partenaires qui nous ont donné un certain nombre de lots pour les gagnants, donc Alternatives économiques, les éditions Casterman, les éditions Les Arènes et La Découverte également. Voilà, je vais laisser la parole. Bon, bah écoutez, je crois que on va démarrer sans Gilles Berset, j'espère qu'il va nous rejoindre. Pour apporter la contradiction, c'est un petit peu ennuyeux quand même. Donc, d'abord, merci à ceux qui sont encore là, à 18h20, pour un thème qui n'est pas effectivement des plus roses, le chômage. En guise d'introduction, d'abord, l'intitulé vous fait évidemment penser à cette réflexion mitterrandienne. Si je ne dis pas de bêtises, c'était le second septennat sur le thème « Qu'est-ce que vous voulez contre le chômage ?» On a tout essayé et rien n'a marché. Donc c'était il y a une trentaine d'années. Avant de venir, je regardais une dépêche AFP qui est tombée le 14 mars, donc tout récemment. Et c'était la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui gardait l'ambition d'un taux de chômage à 7% à la fin du quinquennat, contre 8,8% fin 2018. Donc,
ça en dit long néanmoins sur l'impuissance, ou en tout cas les déclarations d'impuissance des dirigeants, quels qu'ils soient, puisque en fait la fin du quinquennat est un objectif de 7%, on est à peu près 9% aujourd'hui, donc une baisse de 2 points sur plusieurs années. On se souvient évidemment aussi de la fameuse course de vitesse pour inverser la courbe. Vous vous souvenez tous de l'inversion de la courbe sous le précédent quinquennat. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé depuis cette réflexion mitterrandienne sur le thème « On a tout essayé, rien n'a marché ». On s'est battu pendant tout un quinquennat pour essayer d'inverser la courbe, et aujourd'hui on nous dit officiellement que le chômage, on espère qu'il va être ramené à 7 points à la fin du quinquennat, ce qui n'est évidemment pas le plein emploi. Voilà. Et la dernière fois qu'on a dû parler du plein emploi, c'était probablement dans les années 2000. Donc avec nous, puis on va la remercier d'être là, Madame Isenan, qui est maître de conférence à Rennes 2 et qui est aussi membre des économistes atterrés, comme il a été dit précédemment. Donc, de toute façon, on avait l'intention de commencer par vous, donc ça tombe bien, puisqu'il y a vous qui êtes là ce soir, pour l'instant. Parmi tous les leviers, on pourrait en citer beaucoup, des leviers pour lutter contre le chômage. On a échangé évidemment avant la table ronde, et vous m'avez dit en priorité, il y a quand même la réduction du temps de travail, qui est l'objet d'ailleurs d'une table ronde qui aura lieu demain, mais on va peut-être commencer par ça. Est-ce que ce qui a été tenté, ce qui a été essayé avec les lois Aubry, donc vous préconisez en quelque sorte qu'on réutilise ou qu'on réactionne ce levier-là? Alors, c'est bon, il fonctionne. Donc oui, tout à fait. Donc j'ai appris que Gilles Berset allait arriver, et il arrive en même temps. Voilà. Donc je vais pouvoir, le temps qui s'installe, je vais commencer, puisque le temps tourne également. Donc en tout cas, à la question qui se pose ici actuellement, qui est: a-t-on vraiment tout essayé pour lutter contre le chômage? À cette question, bonjour. Bonjour. À cette question, donc, je peux répondre que nous pouvons apprendre en effet de nos expériences passées, mais que d'autres solutions également sont porteuses d'espoir, afin de répondre notamment à l'exigence d'une transition à la fois sociale et à la fois écologique, ô combien importante dans le contexte actuel aujourd'hui. Donc ce que nous pouvons apprendre de nos expériences passées notamment, ce sont les succès. Il y en a eu, néanmoins, en matière de lutte contre le chômage, un partage du travail, mais un partage du travail que je vais défendre, un partage du travail collectif, et non un partage du travail inégalitaire, ce que serait une mauvaise réduction du temps de travail au détriment de certains, et en particulier au détriment de certaines. On peut apprendre également des échecs notamment, et là je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, sur les échecs d'une politique de dérégulation du marché du travail qui se sont accompagnés et qui continuent de s'accompagner de dispositifs de baisse du coût du travail, d'allègement de cotisations sociales, d'exonération, toujours plus coûteux, et dont les effets en termes d'emploi sont plus que discutables et sont plus que contestables. Dans le contexte actuel, notamment, du mouvement social des Gilets jaunes qui existe actuellement, dont beaucoup réclament plus de services publics, c'est une des revendications importantes, au lendemain également du mouvement de la fonction publique qui a eu lieu donc hier, et au surlendemain des marches pour le climat, dont de nombreux jeunes peut-être ont participé ici. Peut-on être force de proposition en tant qu'économiste, notamment pour offrir une vie plus acceptable, qui ne soit pas juste synonyme de survie pour nombre de nos concitoyens? Donc si je devais résumer mon intervention, elle s'intitulerait peut-être ainsi: un emploi, oui, mais un emploi à n'importe quel prix. Oui ou non? Donc, c'est la question que je me pose ici. N'avons-nous pas nombre de besoins sociaux, nombre de besoins écologiques aujourd'hui non satisfaits, qui permettraient de créer des emplois, mais aussi, je rajouterais, des emplois de qualité, puisque c'est la question qui se pose aujourd'hui avec la baisse du taux de chômage. L'urgence écologique et sociale vont de pair. Elles vont de pair, et l'histoire, ici En Marche, nous montre que nous ne pourrons répondre à l'une sans répondre à l'autre, en tout cas.
Alors, l'idée ici, au moment où nombre d'économistes et de politiques proposent de travailler plus, en effet, je défendrais en premier lieu un partage du travail, mais un partage du travail, comme je l'ai dit, collectif, un partage du travail plus égalitaire, en tout cas qui ne soit pas au détriment de certains, et en particulier de certaines, parce que vous savez bien, en effet, que ces temps partiels touchent en majorité les femmes, puisque un tiers des femmes qui sont en emploi en France sont à temps partiel. Et c'est peut-être bien pire, en tout cas c'est bien pire, dans d'autres pays d'Europe. Donc en premier lieu, il est important de rappeler que l'une des plus belles réussites, en tout cas en termes d'emploi de ces 40 dernières années, est bien sûr la réduction du temps de travail. Rappelons donc en effet qu'il y a deux manières de partager le travail. Et la première, elle est collective, elle est plus égalitaire, elle est plus juste, c'est celle que je défendrai ici. Elle consiste en une baisse de la durée légale hebdomadaire de travail, comme avec la mise en place en effet des 35 heures qui ont été mises en place par les lois Aubry 1 et 2 en 1998-2000. Mais qui dit diminution de la durée légale, en effet, ne signifie pas automatiquement une baisse de la durée effective, c'est-à-dire une baisse de la durée légale. En tout cas, on le sait tous ici. Donc, cette baisse, elle peut se faire donc, non seulement par la baisse de la durée légale, elle peut se faire tout au long de l'année, sur une année, par l'instauration de congés payés, comme ce qui s'est passé lors du XXe siècle avec l'instauration de 2 semaines de congés payés, puis 3, puis 4, puis 5. Et cette baisse de la durée du travail de manière collective, elle peut se faire également tout au long de la vie. Elle peut se faire tout au long de la vie, mais ce n'est pas l'option, en tout cas, qu'ont défendu les gouvernements précédents, en tout cas depuis la réforme de 1993 sur la réforme des retraites, puisque on ne peut pas parler d'emploi si on ne parle pas de protection sociale et si on ne parle pas également du système de retraite. Or, je tiens ces propos aujourd'hui, alors même que notre ministre de la Santé et des Affaires sociales, Agnès Buzyn, vient de déclarer aujourd'hui... À titre personnel, en effet, à titre personnel cette semaine, donc, il faudrait probablement allonger donc, cette durée du travail, en tout cas, peut-être modifier cet âge de départ à la retraite. Alors, c'est oublier d'une part que l'âge de départ à la retraite ne signifie pas âge de cessation d'activité. Donc souvent, on mélange les deux. C'est oublier également que plus de la moitié de ceux qui liquident leur pension de retraite sont déjà hors emploi au moment où ils liquident leur pension de retraite. Également, il faudrait souligner qu'augmenter l'âge de départ à la retraite ne signifie pas donc augmenter la durée passée à travailler, donc la durée de cotisation et la durée d'assurance. Donc, nombre de retraités doivent ainsi passer par la case chômage, la case prestation de solidarité, par la case maladie ou invalidité avant de liquider leur pension de retraite. Ça, c'est une réalité actuellement. Augmenter la durée de cotisation ou faire reculer l'âge de départ à taux plein conduira inéluctablement à augmenter les personnes qui passeront par ce sas, voire à les condamner à une diminution importante de leur pension de retraite, sans parler de la future réforme de compte notionnel qui va certainement avoir lieu cette année. Rappelons également que l'ancienneté au chômage des 50 ans et plus des seniors est plus que 2 fois le double de ceux qui sont plus jeunes et qu'ils ont connu notamment par la dernière négociation d'assurance chômage une diminution plus que substantielle de leur durée d'indemnisation, en tout cas pour les moins de 53 ans. Mais c'est surtout oublié, et ça Agnès Buzyn nous a réaffirmer que l'espérance de vie augmentait, c'est surtout oublier que nous ne sommes pas toutes et tous égaux ici devant la mort. C'est oublier que l'espérance de vie ne signifie pas l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, et que cette dernière est bien moins importante que l'espérance de vie. Et alors que l'espérance de vie à 35 ans, notamment entre un cadre et un ouvrier, est toujours de 6 ans, que cet écart n'a pas évolué, mais si on prend en compte l'espérance de vie ici en bonne santé, sans problème sensoriel et physique, l'écart chez les hommes cadres et chez les hommes ouvriers est de 10 ans. Ça, c'est une réalité. La deuxième manière de partager le travail, et donc c'est celle contre laquelle je me bats, c'est la manière de partager le travail de manière individuelle, inégalitaire. C'est celle qui se fait avec le développement des temps partiels, des contrats courts, des contrats temporaires. C'est celle qui se fait via la diminution de la durée des contrats. C'est celle dont les premières victimes sont les femmes avant tout. Un tiers de celles qui sont en emploi, comme je l'ai déjà dit, occupent ces emplois à temps partiel. C'est ce mauvais partage du travail, celui qui conduit à accentuer la segmentation du marché du travail, celui qui conduit à accentuer la précarité, et en premier lieu la précarité des femmes.
Et lorsqu'on touche à la précarité des femmes, eh bien, on parle également des familles monoparentales, qui sont celles qui sont davantage touchées par la pauvreté. Est-ce qu'on peut juste Tout à faire fait. réagir Gilles Bien Berset sûr. déjà sur le thème du partage du travail? Ce qu'a dit Madame Isenan sur le bilan des 35 heures en termes de création d'emplois est reconnu par presque tous les économistes. Et sur les différents leviers, enfin, le bon et le mauvais partage du travail, je voulais vous entendre, Gilles Berset. J'aurais voulu commencer par parler plus généralement peut-être, et puis ensuite venir à cette question du partage du travail. C'est possible ou... Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous répondiez un peu l'un et l'autre. Mais la raison de la chose, vous le verrez, va m'amener naturellement à parler de partage du travail. D'abord, je voudrais dire que, vous savez, dans l'OCDE, il y a 36 pays. La France n'a que 4 pays dans l'OCDE dont le taux de chômage harmonisé lui est supérieur. 4 pays. Le monde développé est au plein emploi. Le monde développé est au plein emploi. Donc, ce qui est possible ailleurs doit l'être en France. Et quand je dis le monde développé, ce n'est pas simplement des petits pays, c'est aussi des grands pays. Ce n'est pas simplement des pays anglo-saxons, c'est aussi des grands pays comme l'Allemagne, vous voyez, qui s'inscrivent dans d'autres traditions. Donc, dire par là, on peut critiquer les politiques faites ici. En tout cas, ce qui est connu, la réalité vécue par les grands pays industrialisés, c'est celle du plein emploi, et même d'un plein emploi qui s'accompagne de fortes tensions sur le marché du travail. C'est quand même bon à rappeler, parce que ce n'est pas la crise qui est responsable du chômage en France. La crise financière amorcée en 2008 a été traversée par la quasi-totalité des pays développés, sauf peut-être le Canada et des pays de ce type-là. Mais c'est évidemment d'autres choses qui singularisent la France dans cette situation de chômage massif. Ça, c'est quand même la première chose à évoquer. Deuxième chose à évoquer, beaucoup de gens nous disent, face à cette situation, eh bien c'est très simple, il suffit d'augmenter la dépense publique, la demande publique en quelque sorte, pour amener la création d'emplois. Et c'est quelque chose qu'il faut, enfin, que personnellement je rejette radicalement pour 2 raisons. C'est une mauvaise réponse, d'une part, qui est basée sur un mauvais diagnostic. Pourquoi le diagnostic est mauvais? Parce que la France ne pâtit pas d'une demande insuffisante. Pour la 12e année consécutive, en 2018, la France a connu un solde courant déficitaire. C'est-à-dire que la France connaît un déficit de compétitivité. La demande adressée à la France est supérieure à son offre compétitive. Ça aboutit à un déficit courant pour la France, déficit courant structurel, c'est la 12e année consécutive. Donc, erreur de diagnostic comment dirais-je, de suggérer une augmentation de la demande publique. On ne pâtit pas structurellement d'une insuffisance de la demande en France. On pâtit d'une insuffisance de l'offre compétitive. Vous voyez, c'est complètement différent. Et évidemment, ça donne, je dirais, une petite idée des politiques adaptées pour répondre à cette situation. On n'est pas simplement dans un problème d'augmentation du chômage qui est purement conjoncturel suite à un choc, comment dirais-je, éventuellement non anticipé d'une grande ampleur. Non, c'est structurel en France, cette situation de déficit de compétitivité, d'offres compétitives en tout cas, qui s'accompagne d'une situation de chômage massif durable. Troisièmement, quelle est la solution par rapport à ça? Bien, un problème structurel. Ou les leviers, oui. Les réformes, les différents leviers. Des réformes structurelles, bien évidemment. Et je m'inscris complètement dans la logique engagée depuis 18 mois, avec beaucoup de nuances, beaucoup de choses dont je me dis on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Néanmoins, la logique globale est la logique qui me semble répondre aux besoins d'un pays comme la France, avec des réformes comme celles qui ont été engagées sur le marché du travail, pour ne citer que les principales, les ordonnances travail et la loi Pénicaud, dont Jacques Barthélémy et moi-même avons été les grands inspirateurs. C'est quelque chose qui me semble évidemment une réponse adaptée aux problèmes que connaît la France, mais une réponse partielle. Partielle, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses à faire dans d'autres domaines, beaucoup d'autres réformes structurelles à engager. Et puis, partielle aussi, parce que même dans ce domaine-là, on pourrait aller un petit peu plus loin. Et c'est une approche sécurisée, sécurisante, au sens où il est dit, la logique fondamentale, vous voyez, de cette réforme, c'est de dire, les partenaires sociaux, par accord majoritaire, pourront créer des normes qui se substitueront aux normes légales, par accord majoritaire, alors, dans certaines limites, évidemment, les limites des principes et du droit supranational, mais dans ces 2 catégories de limites, eh bien, des normes
pourront se substituer, des normes décidées par les partenaires sociaux pourront se substituer à celles du Code du travail. C'est ça fondamentalement la logique de ces réformes. Et si on croit que le mot syndicat de salariés signifie quelque chose, et que les syndicats de salariés peuvent représenter et défendre les intérêts des travailleurs, eh bien, comme il faut un accord majoritaire pour élaborer de telles normes, en tout cas pour que l'élaboration de telles normes soit valide, c'est un univers de changement totalement sécurisé. C'est ce qui existe dans beaucoup d'autres pays autour de nous, hein, ce que j'évoque. Au-delà, évidemment, il y a la réforme qui a été décidée, mais qui est en cours de mise en œuvre, au tout début de sa mise en œuvre de la formation professionnelle. Et puis, il y a la réforme, bien sûr, de l'indemnisation du chômage qui est en train de se décider dans la situation actuelle. Mais la réforme de la fiscalité du capital, qui était engagée, qui connaît une grande impopularité dans le débat public, avec ses 3 volets, flat tax sur les revenus du capital, disparition de l'ISF, enfin en tout cas concentration de l'ISF sur la fortune immobilière, et puis baisse de l'IS à 25%, ne font que rapprocher la France de ce qui existe ailleurs, et entre autres dans les pays nordiques et scandinaves, qu'on donne si souvent en exemple, et dont la santé économique est exemplaire. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de domaines de réforme, je pourrais parler de la réforme de l'État, de l'éducation, etc., et tous ces petits éléments apporteront leur écho, bien sûr, on va laisser Madame Iselan répondre juste deux points, excusez-moi. Sur la réduction du temps de travail. Oui, parce que vous n'avez pas répondu sur le partage du travail. Sur la réduction du temps de travail, vous savez, j'en parle de façon très libre, puisque j'ai fait partie pendant 3 ans du cabinet de Martine Aubry pour contribuer à la mise en œuvre de cette réforme qui s'appelle la réforme des 35 heures, qui n'a pas été totalement exemplaire, hein, sur certains volets, dont ce qui s'est passé au niveau du SMIC et dont ce qui s'est passé dans la fonction publique. Mais néanmoins, cette réforme, à ce moment-là, pouvait avoir sa pertinence, et c'est pour ça que je me suis battu pour lui donner de la chair et faire diffuser la réalisation de cette réforme. Pourquoi maintenant elle ne fait plus sens ? Bien, parce que la question qui se pose fondamentalement quand on parle de réduction collective du temps de travail, c'est qui paye ? Qui la paye, cette réduction du temps de travail ? Qui la paye ? Les gains de productivité, bien sûr, peuvent apporter leur contribution, peut-être pour un quart ou un tiers, mais les 2 tiers restants, qui finance cette réduction du temps de travail ? Les entreprises. Et ça fait évidemment, ça serait un découragement fantastique à l'investissement. Les salariés, mais en tout cas, ce qui se manifeste, ce qui apparaît sur les 3 derniers mois, c'est une préférence très forte pour le pouvoir d'achat, pour l'augmentation du pouvoir d'achat, plutôt que pour l'augmentation des temps de loisirs. Vous voyez, quand on regarde dans le rétroviseur, comment s'est fait la réduction du temps de travail à l'échelle de plus d'un siècle. Le temps de travail a été divisé par 2 dans les pays développés, pas simplement en France. La durée du travail collective a été divisée par un facteur quasiment égal à 2. Ça s'est fait tout simplement parce que des gains de productivité suffisants permettaient de financer une amélioration du niveau de vie, à la fois sur le plan économique, amélioration des salaires, et à la fois par l'augmentation des temps de loisirs, via une réduction du temps de travail. Les gains de productivité le permettaient, parce qu'ils étaient suffisants pour ça. Aujourd'hui, les gains de productivité sont, en France, comme dans les principaux pays développés, les plus faibles qu'on ait connus sur les 150 dernières années en période de paix. Les plus faibles qu'on ait connus en période de paix. Ils sont d'environ 1% par an, voire légèrement inférieurs. Donc, je parle de productivité horaire du travail. Et donc, vous voyez, le grain à moudre est assez faible pour financer à la fois de l'augmentation du pouvoir d'achat salarial et puis une augmentation des temps de loisirs, une baisse du temps de travail, sachant que d'autres défis sont devant nous. Le financement du désendettement public, c'est-à-dire comment des prélèvements sur ces gains de productivité permettront de rembourser les créanciers, ceux qui possèdent en quelque sorte cette dette publique. Il faudra aussi financer le vieillissement de la population et l'augmentation du ratio retraité sur emploi. Et puis il faudra financer, bien sûr, les politiques environnementales. C'est quelque chose de terrible, certains volets des politiques environnementales, parce que ça veut dire des dépenses actuelles, sans augmentation du niveau de vie actuel, mais une augmentation du niveau de vie décalée dans le temps, dans beaucoup de cas. Décalée dans le temps pour nos enfants ou nos petits-enfants, pour faire en sorte que le monde puisse subsister. Donc vous voyez, tous ces headwinds, tous ces vents contraires, headwinds, comme dit Gordon, on va devoir les financer.
Et le pari qu'il faut faire, c'est que la productivité accélère, parce que pour l'instant, les gains de productivité sont insuffisants pour financer tout ça. Mais en tout cas, la manifestation sociale des derniers mois montre une grande attente du côté du pouvoir d'achat. Comment financer une réponse à ces attentes d'augmentation du pouvoir d'achat économique, et envisager en même temps le financement de l'augmentation des temps de loisirs. Donc, ceux qui veulent dire aux salariés que maintenant, on va comment dirais-je, augmenter, réduire leurs aspirations salariales pour réduire le temps de travail collectif, il faudra un petit peu de courage. Sachant que, par ailleurs, sur la réduction du temps de travail, vous voyez, les effets favorables sur l'emploi immédiat sont effectifs, réels, je l'ai beaucoup écrit. Les effets à long terme vont dépendre de son impact sur le taux de chômage d'équilibre, sur le NERU. Et rien ne promet, rien ne certifie qu'une réduction du temps de travail va permettre de faire baisser le NERU, c'est-à-dire permettre de faire baisser structurellement le taux de chômage de moyen et long terme. Et c'est à cette condition de baisse du taux de chômage structurel à moyen et long terme qu'on doit envisager toutes les politiques économiques qui peuvent évidemment être des réponses structurelles aux problèmes structurels de chômage massif qu'on connaît en France depuis maintenant 4 décennies. Et qui sont, encore une fois, une singularité dans le monde développé. Alors, Sabine Aysenan, vous avez entendu la contre-argumentation de Gilbert Sett, qui a balayé le partage du travail. Donc une argumentation avec des dispositifs qui ont été maintes fois mis en place et qui se sont accentués et qui continuent d'être mis en place, que ça soit, vous avez cité en effet la réforme du droit du travail, que ça soit la réforme de l'indemnisation chômage, que ça soit également les politiques de baisse du coût du travail. Donc il me faudrait des heures et des heures pour répondre à chacun des arguments. Il doit rester une vingtaine de minutes avant la fin de la session. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en effet, on ne partage pas du tout la même vision. Il faut savoir que, pour rappeler un peu d'histoire personnelle, j'ai en effet rencontré Gilbert Sett au tout début de ma thèse, lorsque je travaillais sur les politiques d'emploi des jeunes. Et c'est vrai qu'il était déjà intervenu à l'époque lors d'une conférence pour notamment défendre la déconnexion du coût du travail des jeunes par rapport aux plus anciens. Et c'est vrai que par les propositions qu'il vient d'énoncer, son discours s'inscrit, en tout cas, est dans la continuité. Et donc, en effet, je ne défends pas cette vision des politiques publiques, cette vision des politiques de l'emploi. Je pense qu'un meilleur partage du travail peut exister. En effet, si on arrive à trouver des dépenses publiques pour supprimer l'ISF, si on arrive à trouver des dépenses publiques pour mettre en place notamment un dispositif comme le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui coûte plus de 20 milliards d'euros et qui fait que les évaluations qui ont été menées sur les effets de ce CICE montrent des effets nul ou quasi inexistant, c'est-à-dire que l'évaluation la plus optimiste montre que ça a pu créer 100 000 emplois, c'est-à-dire des emplois à plus de 200 000 euros l'emploi. Combien d'emplois dans la petite enfance pourrait-on créer? Combien de transports publics pourrait-on créer avec cet argent? Combien d'emplois d'enseignants pourrait-on créer dans l'éducation nationale? Combien d'investissements pourrait-on avoir pour construire des logements qui répondent notamment aux normes écologiques en termes également de rénovation thermique. Voilà, c'est une question, en effet, toute la question ici, plutôt, c'est une question de choix de société, de choix politique. Donc, en effet, on peut défendre des arguments disant qu'on est dans une vision pragmatique, qu'il y a des questions de compétitivité-coût. Mais en l'occurrence, je vous répondrai que sur le terrain de la compétitivité-coût, nous ne gagnerons jamais face aux pays d'Asie du Sud-Est. Nous ne gagnerons jamais face à d'autres pays. En effet, c'est sur le terrain de la compétitivité hors coût, c'est sur le terrain de la formation, c'est sur le terrain de l'éducation qu'il faut se battre également. C'est sur la question des services publics également pour permettre à nos entreprises également de créer des emplois, et c'est à l'État également de créer elle-même ces emplois, puisque les besoins sociaux et écologiques sont énormes. Les besoins sociaux sont énormes. Or, aujourd'hui, l'option qui a été privilégiée, c'est une réduction des emplois publics, c'est un partage du travail inégalitaire, puisque ce partage du travail, il se fait
Il se fait de toute manière, mais il se fait de manière inégalitaire. Il se fait au profit de la précarité, il se fait au profit de la diminution des contrats, il se fait au profit de la discontinuité des emplois. Et cela se voit. Cela se voit si l'on regarde notamment les chiffres du chômage, mais si l'on regarde autour des chiffres du chômage. Et vous, en tout cas, les lycéens qui sont là ici, qui font leur cours de SES, lorsqu'ils étudient les catégories de chômeurs, ils étudient également ces catégories B et C, ces catégories, ces demandeurs d'emploi qui effectuent des activités réduites. Or, ce chiffre à lui-même parle tout seul. Le nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite de catégorie B et C a triplé depuis les années 90. Il a doublé depuis la crise ouverte en 2008. Et ça, c'est également une réalité qui existe. Donc la question qui se pose aussi, aujourd'hui et avant tout, c'est plutôt une question de choix société et une question de choix politique avant tout, en effet. Oui, Gilles Berset, il y a un débat aussi sur quantité, qualité de l'emploi qu'a évoqué Madame Issena au début. Vous voyez, sur ces différents points, c'est intéressant parce que ça traduit bien la situation du débat public en France. Pour en bien caractériser le sens, le substrat, je vais prendre l'exemple du SMIC, parce il se trouve que je préside depuis 2 ans le groupe d'experts sur le SMIC et pour encore normalement 2 années. À cet égard, j'ai été très frappé d'un rendez-vous que j'ai eu en Allemagne avec quelques autres membres de cette commission SMIC, avec les partenaires sociaux qui, en Allemagne, donnent un avis sur l'augmentation du SMIC. Et la préconisation qu'ils ont faite pour l'augmentation du SMIC est une préconisation très prudente, 2% d'augmentation du SMIC pour un pays, c'est-à-dire à peine plus que l'inflation constatée en Allemagne, pour un pays qui connaît une santé économique éblouissante. Et quand je me suis tourné vers les partenaires sociaux, représentant les chefs d'entreprise, représentant les salariés, pour leur dire, mais attendez, avec votre santé éblouissante, votre taux de chômage très bas, vos excédents courants fantastiques, etc., pourriez vous permettre quelques folies quand même en termes de dynamique du SMIC et de préconisation de revalorisation du SMIC. Et ces gens-là m'ont dit, représentants des salariés également, qu'on soit bien clair, des syndicats de salariés, m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte, il y a des gens dont l'emploi serait menacé par une augmentation trop forte, et ces gens-là, on ne les a pas encore formés à de la mobilité professionnelle. Et si on les met, si on leur fait perdre leur emploi, si on menace, parce que je fais partie des gens qui considèrent que le coût du travail influence l'emploi. C'est d'ailleurs quelque chose de très courant parmi les économistes de considérer que le prix de quelque chose influence la demande de ce quelque chose. Et ce quelque chose peut être un bien, un service, mais c'est aussi du travail. Les chefs d'entreprise sont sensibles au prix du travail quand ils prennent leurs décisions d'emploi. Dans tous les pays, ça a été montré par de multiples travaux économiques. Le SMIC influence la demande des personnes les moins qualifiées en France. Eh bien, vous voyez, les partenaires sociaux en Allemagne et les représentants des salariés m'ont dit on va y aller doucement parce que d'abord, nous, on a un travail de formation à faire. Parce que dans certaines activités, il y a une très forte proportion, voire dans certaines activités, une majorité de gens qui sont au voisinage du salaire minimum. Et avant de prendre des décisions très fortes sur la valorisation du salaire minimum au niveau national, il faut absolument que les branches aient fait cet effort de formation et qu'au niveau des régions, on ait fait cet effort de formation afin que les personnes qui sont concernées par ce salaire minimum puissent vivre une mobilité professionnelle, ne soient pas exposées au risque fort de perte d'emploi du fait d'une trop forte revalorisation du salaire minimum. Vous voyez, un discours qui est inaudible en France quand la commission salaire minimum en France reçoit les partenaires sociaux, des syndicats de salariés, je peux les nommer parce qu'ils nous envoient des contributions qui sont annexées à notre rapport, donc il n'y a rien de confidentiel. La CGT, Force ouvrière, préconise une revalorisation du SMIC d'environ 30%. Vous voyez, on est dans un autre univers, sachant que le SMIC net est en France le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Je dis bien de tous les pays de l'OCDE. Et grâce à des politiques d'allègement de charges targetées sur les bas salaires, on évite un effet très détrimental, très fort, négatif très fort de ce niveau élevé du SMIC net sur l'emploi des personnes les moins qualifiées. Vous voyez, dans le reste du monde, même les partenaires sociaux, même les représentants des partenaires sociaux ne nient pas l'influence du coût du travail
sur la demande de travail, sur l'équilibre du marché du travail. Par contre, dans le débat public en France, c'est quelque chose qui est souvent nié. C'est très très curieux, alors que chacun d'entre nous, quand on est amené à prendre des décisions, eh bien, on est sensible au prix de ce qu'on est amené à acheter. Eh bien, le chef d'entreprise, c'est la même chose quand il prend des décisions d'emploi. Alors maintenant, tout n'est pas parfait. Le CICE est quelque chose qui ne correspond pas à ce que beaucoup d'économistes et moi-même préconisions, soit parce que ce n'était pas assez ciblé au niveau du SMIC, soit parce que ça n'était pas dans une logique d'évaluation fiscale qui accompagnerait la mise en œuvre d'autres réformes structurelles très, très fortes et qui permettraient d'avoir des effets favorables sur l'emploi temporaire, mais qui permettraient d'anticiper ces effets temporaires, des effets plus progressifs à terme liés à l'engagement de réformes structurelles très, très courageuses. Quand le CICE a été décidé, il y avait de la dévaluation fiscale via le CICE, mais il n'y avait pas les autres réformes structurelles dont le CICE aurait pu permettre d'anticiper les emplois. Puis le CICE, c'est quelque chose de bien imparfait, hein, puisque c'est un crédit d'impôt, donc ça intéresse le directeur financier d'une entreprise, mais l'assiette de ce crédit d'impôt, c'est la masse salariale, ce qui intéresse évidemment le DRH, et je caricature en posant les choses ainsi, mais par le fait que la logique, vous voyez, financière n'est pas la même que la logique de coût, eh bien, il y a la déperdition en ligne qui est considérable. C'est une bonne chose que de transformer le CICE en pure et simple baisse du coût du travail, comme c'est fait maintenant comme c'est fait depuis le début de l'année. Vous voyez, donc, il faut bien voir la nature du débat qu'on a en France, qui là aussi est singulier. Dans les pays qui ont un très fort taux de chômage, et qui restent dans une situation de très fort taux de chômage, le débat de politique économique amène à nier ce que une majorité d'économistes considèrent comme acquis par une quantité de travaux phénoménaux, des milliers d'articles, des contributions incroyables partout, qui nous disent le coût du travail, eh bien, ça influence l'équilibre sur le marché du travail, l'emploi et le niveau du chômage. La compétitivité coût, ça influence l'équilibre macroéconomique et le solde courant. Il y a des choses comme ça qui sont considérées comme acquises par une majorité d'économistes dans le monde, un peu moins dans des pays comme la France, l'Italie, la France et l'Italie, sans doute. Nous sommes de ce côté-là un petit peu des villages gaulois. Alors sur le levier coût du travail, je voulais juste préciser que hier, dans le cadre de sa contribution au grand débat, le MEDEF a réclamé ou demandé un nouveau choc fiscal, évalué à 90 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens d'allègement du coût du travail, tel qu'en parlait Gilles Berset? Donc on reprend les mêmes dispositifs qu'on a mis en place et qu'on a développés depuis 30 ans, et on les accentue. Les évaluations qui viennent d'être menées, notamment par la commande de France Stratégie, je le répète, notamment pour le CICE, montrent des effets nuls ou quasi inexistants en termes d'emploi. L'argument que donnait Gilles Berset, c'est qu'il n'y avait pas les réformes structurelles qui accompagnaient l'allègement du coût du travail. Pourtant, les réformes concernant le marché du travail se sont multipliées. Elles se sont multipliées depuis les années 90 notamment. Elles se sont développées. On peut compter, si on reprend juste les chiffres de la Commission européenne, qui compte plus de 160 réformes qui ont été menées sur le marché du travail en France. Donc contrairement à l'idée très répandue que nous ne serions pas un pays qui accepterait des réformes, les réformes, elles ont été nombreuses. Elles ont touché la législation du travail, elles ont touché la rupture conventionnelle, elles ont touché le droit du travail, elles ont touché maintes et maintes pans de notre législation. Elles ont également, on a assisté au développement de dispositifs d'allègement et d'exonération de cotisations sociales qui se sont développés, qui montrent des effets nuls ou quasi inexistants. Les travaux existent. Ces travaux sont également discutables et discutés. Il y a un très bon papier de Michel Husson qui discute la plupart des travaux français qui montrent un lien entre coût du travail et emploi, que je vous conseille de lire, qui est très instructif. Mais sinon, il y a également des méta-analyses. Les méta-analyses, ça fait des sortes de revues de littérature pour voir s'il existe des biais de publication en prenant l'ensemble des publications
publications sur un même sujet pour voir ce qui ressort, notamment de ce type de publication. Et notamment, il y a des méta-analyses sur le lien entre coût du travail et emploi qui montrent qu'il y a en effet un fort biais de publication, mais qu'au final, on n'arrive pas à conclure véritablement à un effet sur l'emploi concernant le coût du travail. Donc après, vous me dites en effet que la santé économique de l'Allemagne est formidable. Donc je vous répondrai, oui, la santé économique de l'Allemagne est formidable, mais est-ce qu'elle l'est pour tout le monde, pour tous les Allemands? Et c'est la question qui se pose aujourd'hui en Allemagne. Si on prend le taux de pauvreté, suite aux réformes Hartz, vous savez, ce monsieur Hartz qui a été à l'initiative d'un certain nombre de réformes de la protection sociale qui visaient à réformer notamment l'indemnisation chômage, à réduire l'indemnisation chômage, notamment à mettre en place et qui a conduit à la mise en place des high jobs, des mini-jobs, tous les contrats courts, les contrats temporaires qui ont été mis en place en Allemagne, ont conduit à une augmentation du taux de pauvreté très très rapidement, c'est-à-dire entre avant la réforme et après la réforme. Très rapidement, le taux de pauvreté en Allemagne est passé de 12% à 17%, une augmentation de 5 points du taux de pauvreté suite à ces réformes. Donc en effet, il y a un coût. Ce que nous propose Gilles Berset, il y a un coût. Il y a un coût. Autre chiffre très parlant concernant l'Allemagne, puisque c'est l'exemple que vous citez, la part de travailleurs pauvres parmi les actifs occupés. Les actifs occupés, c'est-à-dire ceux qui sont en emploi en Allemagne. 22,5% de travailleurs pauvres parmi les actifs occupés en Allemagne. Donc oui, en effet, la santé économique de l'Allemagne peut être bonne, le taux de chômage peut être bas, mais au prix de quoi? Et au prix pour qui? Et je pense qu'en l'occurrence, les mouvements sociaux actuels pourraient interroger. Puisqu'en effet, le taux de travailleurs pauvres en France, il est déjà trop important, il est de l'ordre de 9%. Il est déjà trop important. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est en effet, oui, il faut une baisse du taux de chômage. Oui, par un partage du travail collectif, par la création d'emplois publics. Mais en l'occurrence, est-ce qu'il faut une baisse du taux de chômage au prix de la précarité, au prix d'une augmentation de la discontinuité de l'emploi, au prix d'une augmentation du nombre de travailleurs pauvres, au prix d'une paupérisation des travailleurs, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, le travail ne permet plus de survivre, ne permet plus de vivre décemment? C'est la question qu'on doit se poser. Et ça, c'est un choix politique, c'est un choix de société. Alors, oui, très rapidement, parce qu'il faudrait, je crois qu'il y a plusieurs interventions, plusieurs questions. Deux petits points de réaction, juste pour réagir là-dessus, parce que quand on parle de travailleurs pauvres, il faut bien voir que le concept de pauvreté est un concept relatif. Pour dire les choses autrement, si tout le monde en France ne gagnait que 10 € par mois, je dis bien tous les travailleurs ne gagnaient que 10 € par mois, il n'y aurait pas de pauvres au sens statistique du terme. C'est un concept relatif, encore une fois, donc il faut faire attention. Des taux de pauvreté peuvent exister dans des pays où le niveau de vie des dits pauvres est supérieur à celui de personnes dans d'autres pays qui ne sont pas considérés comme pays riverains, pays à côté qui ne sont pas considérés comme pauvres. Premièrement. Deuxièmement, du côté des emplois publics, vous voyez, c'est fantastique l'idée de penser qu'on peut baisser le chômage avec des emplois publics. Il faut regarder les chiffres. Bon, les autres pays qui nous entourent, qui sont en plein emploi, pays nordiques, scandinaves, etc., ils ont en proportion moins d'emplois publics que nous. Est-ce que c'est vraiment la bonne recette? En URSS, certes, il y avait quasiment beaucoup d'emplois publics. Est-ce que c'est l'exemple qu'on se donne? Est-ce que c'est la cible qu'on se donne? Mais vous voyez, est-ce que toujours il faut augmenter l'emploi public pour faire baisser le chômage? Vous voyez, c'est une vraie question. Ou est-ce qu'il ne faut pas transformer l'emploi public pour que certains emplois publics, pour rationaliser l'emploi public, faire des gains de productivité dans certains domaines, par exemple dans les collectivités territoriales, et puis pour en créer, faire des économies d'emploi public dans ces domaines-là, pour en créer dans d'autres domaines, par exemple l'éducation. Est-ce que c'est toujours plus, et donc plus de coûts, plus de dépenses publiques, alors qu'on est déjà le premier pays de l'OCDE en termes de dépenses publiques sur PIB, je le rappelle. Bon, vous avez compris, il y a deux choix de société, très clairs, c'est tranché. Monsieur Bertrand Séné, vous m'entendez? Oui. D'abord, heureusement que vous n'êtes pas président de la République, parce qu'avec ce que vous avez dit à l'instant sur avec 10 €, si tout le monde avait 10 €, machin, je peux vous dire que les gens qui sont pauvres, et même si c'est de la pauvreté relative, quand ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ils savent ce que c'est que d'être pauvre. Donc voilà, c'est un propos que heureusement vous avez tenu ici et que vous n'êtes pas président. Parce que vous expliquez un concept statistique. Vous voyez, je voulais simplement mettre le doigt sur un concept statistique. Statistiquement, il n'y aurait pas de pauvres en France
au sens statistique du terme, hein, parce que les 14, 17, J'entends, mais tout le monde peut être pauvre en même temps. Au sens statistique du terme, il n'y aurait pas de pauvres si tout le monde ne gagnait que 10 euros par mois. Voilà, vous aviez une question à ça. Derrière, voilà. J'avais une question, pardon. Oui, en fait, vous avez dit également que le fait d'augmenter la dépense publique aurait pour seul but de relancer la demande de biens et services marchands. Non. Non, on n'augmente pas les dépenses publiques pour relancer la machine. On augmente les dépenses publiques aussi parce qu'on a besoin d'embaucher des infirmières, des policiers, des gardiens. C'est des choses utiles, concrètes, réelles. On manque d'inspecteurs du travail, de contrôleurs sanitaires, etc. Je pourrais y passer un quart d'heure de tous les métiers dont on manque. Et le problème, en fait, ce n'est pas le niveau de la dépense publique. Le problème, c'est la façon dont on finance les emplois publics. Il y a l'impôt, il y a les dettes, mais il y a quelque chose qui manque. Si on n'arrive pas à les financer alors qu'on en a vraiment besoin, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, ma proposition, c'est pourquoi ne pas créer de la monnaie, comme le font les banques, pour créer ces emplois-là, qui sont très utiles. Voilà. Et alors, la deuxième remarque, c'est par rapport à la question du chômage, comment réduire le chômage. Une proposition, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ecosophia. Il y a plein de propositions qui sont très originales par rapport à ce que vous avez proposé. Vraiment, il y a de quoi faire, hein, on a de quoi inventer. Et notamment, il y a une chose qui est assez évidente aujourd'hui, c'est qu'on a une contrainte écologique, donc on ne peut plus faire comme avant pour créer des emplois. Et il y a une chose par contre qu'on peut faire, c'est réduire la productivité. Alors pour un économiste, c'est quelque chose d'impensable, et pourtant c'est ce qui se fait, puisque dans l'agriculture aujourd'hui, quand on fait une conversion à l'agriculture bio, on réduit la productivité d'une certaine manière. On a besoin de plus d'emplois sur le même terrain, et pour produire la même chose. On peut le faire également dans l'ameublement, on peut le faire dans le commerce. C'est-à-dire que si on a à nouveau plus de petits commerces pour remplacer les hypermarchés, on va réduire la productivité, mais on va créer plus d'emplois. Et ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on envisage aujourd'hui, de produire de façon beaucoup plus artisanale. En plus, c'est souvent plus épanouissant et de façon moins industrielle. Et c'est peut-être l'avenir de l'humanité que pour l'instant, les économistes n'arrivent pas à imaginer. Une réaction? Ou alors Alors bonsoir, Madame. Bonsoir, Séverine Serge, je suis juriste fiscaliste, je suis la fondatrice de la Fédération des juristes de France et je suis à l'origine de la demande des baisses de cotisations sociales il y a 10 ans sur les salaires au-delà de 1,6 SMIC par transfert sur une autre assiette, puisque ça crée une discrimination à l'embauche des personnes qualifiées et très qualifiées en France. Dont on pâtit encore aujourd'hui, puisque les profils Bac+2, Bac+3, Bac+5, chiffre INSEE, sont aux alentours, de mémoire, entre 5 et 650 000 personnes, chiffre INSEE BIT, et il n'y a que 150 000 cadres répertoriés par l'INSEE au sens du BIT. Donc on a un problème de déclassement en France qui est extrêmement grave. Je voudrais réagir sur quelques points parce que je me situe ni complètement du côté de madame, ni complètement du côté de monsieur. Donc, j'ai bien écouté ce que monsieur a dit en comparaison avec l'Allemagne. Je me suis, moi, permise, donc, puisque je travaille depuis 10 ans sur ces questions comment dirais-je, de coût du travail au SMIC et des dégâts provoqués sur le déclassement des personnes qualifiées et très qualifiées en France, j'ai effectivement fait des recherches sur un comparatif avec l'Allemagne et je voudrais quand même tempérer ce que vous avez dit, monsieur, même si je ne suis pas du tout une adepte du partage du temps de travail, du partage du temps de travail tel qu'il est proposé par madame. Je voudrais tempérer ce que vous dites, monsieur, parce qu'en Allemagne, à ma connaissance, le SMIC est fixé par les branches, premièrement. Et s'il y a des SMIC par branche, et ils sont beaucoup plus élevés que ce que vous pensez par rapport au SMIC français, ils sont beaucoup plus élevés, donc c'est par branche. Et ensuite de cela, oui, les salaires minimums d'entrée dans l'emploi en Allemagne sont fixés par les branches. Il n'y a pas, voilà. Et je vais tempérer par une deuxième remarque, c'est qu'en Allemagne, il y a des taux de cotisation sur les salaires au niveau du SMIC qui sont plus élevés qu'en France. Et donc, enfin, moi, c'était les études que j'ai faites, donc ça a peut-être changé récemment, mais c'est des études que j'ai menées de façon assez approfondie jusqu'en 2016, donc ce serait assez récent s'il y a eu des modifications depuis. Et donc voilà, donc comparer la France et l'Allemagne, je veux bien, mais il faut quand même
préciser un certain nombre de choses, parce que sinon, ce sont des comparaisons qui, en réalité, ne sont pas très pertinentes et ne contribuent pas, je pense, au débat dans un sens constructif. Je répète qu'en France, les chiffres INSEE, les derniers chiffres INSEE qui ont été publiés, montrent qu'il y a, de mémoire, entre 500 et 650 000 personnes Bac+2 à Bac+5 au chômage BIT, et que nous n'avons que 150 000 personnes chômeurs cadres enregistrés au chômage BIT. Donc il y a un problème de déclassement extrêmement grave en France. Alors moi je veux bien qu'il y ait beaucoup de publications par des économistes. Je le répète encore, je suis plutôt libérale, mais je suis une libérale raisonnable. Monsieur, moi, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça en France dans une économie de l'innovation, même s'il y a beaucoup de publications dans ce sens-là. On ne peut pas continuer en France à prôner un encouragement fiscal à l'embauche au niveau du SMIC dans une économie de l'innovation où nous avons plus de 600 000 personnes qui sont à Bac+2, à Bac+5 au chômage, avec un déclassement qui est avéré. On va laisser répondre nos intervenants. Une dernière question et après on stoppera là pour laisser les intervenants réagir. C'est bon ? Allez-y. Oui, c'était... Dans le village gaulois, je fais partie des rares qui défendent encore la réduction du temps de travail, avec l'argument suivant. Pour moi, la réduction du temps de travail, sur le très long terme, c'est la manière d'ajuster l'évolution de la population active, donc le besoin d'emploi, et le volume global de travail. Élément qui est généralement totalement absent des analyses libérales du marché du travail. Or, quand vous dites, par exemple, monsieur Seth, le monde est au plein emploi, le monde riche est au plein emploi. Si on regarde aux États-Unis, certes, le taux U3, Unemployment 3, publié par le BLS, c'est à 4%. Vous prenez le Unemployment 6, donc on ajoute déjà tous les temps partiels subis, on est au double. Si vous prenez les shadow stats, on est à 21%. Donc on a en fait, bien sûr, des gens qui sont inclus dans l'emploi, mais on a toute une myriade de gens qui sont dans des situations totalement précaires. Et en fait, on fait des miettes d'emploi. Je vais juste donner un exemple pour illustrer le propos. Bernard Gazier cite le fait qu'en Allemagne, en 1984 comme en 2015, le pays tourne avec 58 milliards d'heures de travail par an. Mais c'est le même chiffre. À 20 ans d'intervalle, c'est le même chiffre. Or, l'Allemagne a créé 1 ou 2 millions d'emplois, je ne sais plus le chiffre exact, sur la période. Comment ? On le sait bien, par des miettes d'emplois. C'est-à-dire qu'on sait bien que c'est du temps partiel et évidemment subi, et évidemment imposé aux femmes, notamment en Allemagne, qu'on va créer de l'emploi. Et donc le problème, c'est qu'avec les politiques libérales que vous soutenez, on va rentrer dans une logique perverse que je vais expliquer rapidement, et ce sera mon dernier point. La précarité fait que les gens, et les syndicats aujourd'hui, ne demandent même plus de réduction du temps de travail. La durée moyenne ne baisse plus. Elle ne baisse plus aux États-Unis, elle augmente. Elle ne baisse plus en France, elle ne baisse plus en Allemagne. Or, on a toujours un décalage, je reviens à ma définition initiale, entre la population active qui augmente et le volume de travail qui n'augmente pas. Et donc, on va rentrer dans un système qui va entretenir en permanence du chômage et qui va en permanence créer des miettes d'emploi pour cacher la misère. Ce n'est pas un plein emploi. Merci. On va s'arrêter là pour les questions et on va peut-être, pour terminer, donner la parole à chacun de nos deux intervenants sur ce qui a été dit. Alors, d'abord, je vais répondre à madame sur des choses factuelles. Là, il faut que vous regardiez le rapport du groupe d'experts sur les SMIC, il est disponible en ligne. Regardez ça. Bon, l'Allemagne est un pays dans lequel il y a des minima de branche, comme en France. L'Allemagne est un pays dans lequel il y a un salaire minimum national, comme en France. Donc, vous voyez, ces choses-là, voilà, et le salaire, les minima de branche ne peuvent pas, comme en France, être inférieurs au salaire minimum national. Vous voyez, sur ce plan-là, on est dans la même situation. Alors, moi, je ne sais pas d'où vous parlez. Moi, je parle de l'Allemagne telle qu'elle existe. Hein. Je ne parle pas d'une Allemagne qui hypothétique. Voilà. L'Allemagne, en tout cas, telle qu'elle existe, il y a un salaire minimum national depuis maintenant 3 ans. Oui, mais je parle de l'Allemagne qui existe. Hein. Moi, je parle de l'Allemagne qui existe. Hein. Je ne parle pas d'une Allemagne qui n'existe plus. Je parle de l'Allemagne actuelle. Il y a un salaire minimum national et il y a des minima de branche dans les branches qui sont négociés par les partenaires sociaux, comme en France. Vous voyez, comme en France. Donc, soyons clairs d'abord sur ces éléments factuels. Alors, par ailleurs, la protection sociale en France est plus largement qu'en Allemagne financée par des prélèvements qui s'appellent les cotisations sociales.
Et les politiques, plus qu'en Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est plus fiscalisé. Vous voyez, donc c'est la raison de la chose. Il faut les financer aussi, les politiques sociales. Simplement, elles sont financées de façon plus fiscalisée qu'en France. En France, il y a plus de cotisations sociales. Et c'est en France, parmi tous les pays de l'OCDE, regardez le rapport du groupe d'experts sur le SMIC, où au voisinage du SMIC, au voisinage du salaire minimum, les politiques sont les plus fortes pour abaisser le coût du travail et contrebalancer les effets sur l'emploi d'un niveau très élevé du salaire minimum. Vous voyez, et gouvernements de gauche et de droite se sont accordés, ont écouté un petit peu les économistes pour penser que les wagons de travaux qui ont montré quand même que les prix, ça veut dire quelque chose sur les marchés, que ça influence la demande. Les prix, c'est pareil, le SMIC influence la demande de travail non qualifié. Heureusement que par des politiques ciblées sur le salaire minimum, on a évité que le salaire minimum net le plus élevé de tous les pays de l'OCDE en France. Je ne dis pas que les gens sont riches au SMIC, je ne dis pas qu'ils sont des nantis, je constate en tout cas que notre salaire minimum est le plus élevé au monde en termes nets. Eh bien, on a évité, grâce à ces politiques, que ça ait des effets préjudiciables sur les personnes qu'on entend protéger par le salaire minimum. Alors, deuxième point sur le partage du travail, comme sur le reste. Monsieur dit, oui, il faut revenir au petit commerce, il faut revenir, etc. Bon, c'est intéressant aussi de porter une attention à ce que veulent les gens. Comme pour la réduction du temps de travail, qu'est-ce que veulent les gens? Il y a eu 4 mois de mouvement social en France. Les mots chômage et emploi ont été très peu employés. Très peu employés. Par contre, les mots pouvoir d'achat ont été très souvent employés. Vous voyez, l'aspiration qui s'est manifestée n'est pas une aspiration pour plus de loisirs. L'aspiration qui s'est manifestée est une aspiration pour plus de pouvoir d'achat. Et en ce moment, encore une fois, nos gains de productivité ne sont que de 1%, voire légèrement inférieurs à 1%. Comment financer la chose? Qui paye? Qui paye? Il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de pierre philosophale. Vous voyez, faites les règles de 3. Faites les règles de 3. Pour aller à la louche, il y a 25 millions de personnes qui sont en emploi en France. Je vais à la louche. Eh bien, faites la règle de 3 pour dire, eh bien, si on réduit le temps de travail de X%, voilà, combien ça fera, combien ça coûtera, et qui paiera cette addition. Vous voyez, faut faire ce genre de calcul de temps en temps. Et vous verrez qu'on est dans des ordres de grandeur absolument considérables. Donc, est-ce que les gens sont prêts, comme ça a été le cas pendant plus d'un siècle et demi, car les gains de productivité étaient élevés, à sacrifier une partie des gains de pouvoir d'achat qui peuvent être financés par ces gains de productivité pour financer une augmentation de leur temps de loisir? Moi, je n'ai pas cette impression si je vois les débats qui se sont déroulés sur les 4 derniers mois. J'ai été étonné de ça, comme beaucoup de personnes, que les mots emploi et les mots chômage n'aient pas été employés dans ces débats-là. En tout cas, c'est ce que j'observe. Alors, maintenant, quant à la proposition créons de la monnaie, bon, je veux dire, créons de la monnaie, oui, d'accord, bon. Je ne parle même pas des difficultés institutionnelles de la chose. Restons simplement sur le pur terrain économique. Quand on offre beaucoup de choses, son prix diminue, le prix de la monnaie diminue, ça s'appelle l'inflation. Il y a des pays qui font ça en ce moment, qui en font même à la tonne. Ça s'appelle le Venezuela, le Zimbabwe. En ce moment, l'inflation, ça amène les gens à fuir la monnaie. Ben oui, c'est ça la création monétaire. Ben non, c'est pas nul comme argument. Pourquoi tous les États du monde ont donné comme mission... Pourquoi tous les États du monde ont donné comme mission aux banques centrales de veiller à la stabilité des prix, c'est-à-dire une inflation modérée? C'est justement pour éviter la fuite devant la monnaie et une création monétaire qui amènerait des dysfonctionnements économiques majeurs. Je vous ai donné les 2 extrêmes qui existent aujourd'hui dans le monde, mais c'est la création monétaire qui amène l'inflation à atteindre 6 ou 7 chiffres par an. C'est la création monétaire, c'est ni plus ni moins que ça. La création monétaire, toute chose égale par ailleurs, ça n'aboutit qu'à une chose, c'est évidemment une augmentation de l'inflation, ce qui peut être un bon élément quand l'inflation est jugée et considérée comme étant trop basse. Merci Gilles Berset. Allez-y. J'ai oublié, excusez-moi. Je ne pourrais pas répondre, il est 19h15, on nous a demandé de terminer la session.
Donc désolée pour ce temps de débat extrêmement court. Je voudrais juste remercier l'APSES pour cette invitation. Et en effet, vous voyez bien, il y a deux visions de l'économie. Pour les lycéens, les étudiants qui sont ici, vous voyez bien qu'il y a donc que l'économie, c'est de l'économie politique avant tout, qu'il y existe différents courants théoriques, et qu'en l'occurrence, il n'y a pas d'un côté l'idéologie, d'un côté le pragmatisme, et que avant tout, il y a des choix politiques, voilà. Qu'on peut mener et qui s'inscrivent pleinement donc, dans les courants économiques. Et voilà. Je vous remercie.